Pour la 6e édition du festival L'Histoire à venir, qui s'est déroulée du 24 au 28 mai 2023, la librairie Ombre Blanche proposait une rencontre avec l'historien Romain Huré, directeur d'études, qui s'intéresse principalement aux inégalités économiques et sociales aux États-Unis. Rencontre autour de son livre Les millions de Monsieur Mellon, le capitalisme en procès aux États-Unis 1933-1941, qui raconte l'histoire d'Andrew W. Mellon, richissime banquier et ministre des Finances pendant toutes les années 1920, accusé par l'administration du président Roosevelt d'avoir fraudé le fisc en détournant à son profit les lois qu'il avait lui-même contribué à instaurer. Les résonances avec la situation contemporaine donnent à comprendre la manière dont le capitalisme met à l'épreuve les principes même de la démocratie. C'est l'historienne Claire Jude de la Rivière qui animait cette rencontre qui s'est tenue à la librairie Ombre Blanche le vendredi 26 mai 2023 pendant le festival L'Histoire à venir autour de sa thématique pérenne, écrire l'histoire. Bonne écoute. Bonjour à toutes et tous, excusez-nous pour ce léger retard dû à un petit peu plus long retard du train de Romain Huré, qui est arrivé avec 1 heure de retard à Toulouse. Donc on arrive juste de la gare. Un petit mot de bienvenue donc au nom du festival L'Histoire à venir. Je suis Claire Jude de la Rivière, historienne à Toulouse Jean Jaurès, l'une des membres du comité éditorial et de comité d'organisation de ce festival. C'est notre 6e édition. Donc venons-en à notre présentation du jour. Romain Huré, bonjour et bienvenue à Toulouse avec une certaine attente. Et vous voilà. Vous êtes donc directeur d'études à l'EHESS, mais également président de cette institution universitaire parisienne et membre du Sénat, donc le Centre d'études nord-américaines, puisque vous êtes historien des États-Unis, et en particulier de l'histoire politique et sociale des États-Unis de l'époque contemporaine. C'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons parler des États-Unis dans le premier tiers du XXe siècle, dans une période qu'on connaît, une période de crise et aussi une période de relance économique dont nous nous souvenons dans nos cours sur la crise de 29 et le New Deal. Et c'est de cela dont nous allons parler à travers cet ouvrage que vous publiez à la Découverte, qui s'appelle « Les millions de Monsieur Mellon », qui est un ouvrage, vous allez le voir, qui retrace un procès et qui retrace le procès qui est fait justement à un des grands banquiers, un riche financier de ce premier tiers du XXe siècle. Et avant de présenter le livre et de vous donner la parole, je voudrais juste justifier en un mot ma présence ici, puisque je suis historienne du Moyen-Âge. Et donc on pourrait se dire que c'est curieux que j'ai fait ce choix de présenter le livre de Romain Huré. En fait, je suis moi-même spécialiste de la ville de Venise, qu'on présente souvent, la République maritime de Venise, qu'on présente souvent comme l'une des premières de premiers lieux où a été inventé le capitalisme. Souvent, peut-être c'est quelque chose que vous avez entendu dire, on dit qu'à Venise, le capitalisme marchand a été inventé à la fin du Moyen-Âge. Et en lisant ce livre, j'ai été frappée par 2 choses. D'une part, et je suppose que c'est pour ça que vous l'avez écrit, parce que c'est un livre qui nous permet de lire et de comprendre ce que nous traversons aujourd'hui dans une forme de relation sans cesse plus ambiguë, compliquée, tendue entre le bien public, les intérêts communs que nous partageons en tant que citoyens appartenant à des démocraties et les intérêts privés, les intérêts du capital, les tensions financières. Et donc en lisant votre livre qui se déroule au début des années, dans les années 1920-1930, on est toujours happé par la réalité contemporaine. Et moi, en tant que médiéviste, j'étais toujours rappelée de ces réalités, de ces républiques maritimes italiennes de la fin du Moyen-Âge, où justement ces mêmes questions de tension entre public et privé avaient lieu. Et je me permettrai juste de citer votre ouvrage, puisque vous citez l'avocat, un des avocats qui est un des personnages principaux de ce livre, qui justement, à propos de ce monsieur Mellon que nous allons vous présenter dans un instant, dit donc, à cette époque, Robert Jackson dit « Machiavel, écrivant aujourd'hui, n'aurait que peu d'intérêt pour les princes. Le vrai prince, désormais, a les traits d'un président ou d'intérêt dominant dans une grande entreprise. » Et donc voilà, cette histoire du capitalisme, c'est une histoire sur le temps long. Alors peut-être pour que vous nous accompagniez dans ce livre qui, je voulais le dire en guise d'introduction, est un peu écrit comme une série. Je ne sais pas si vous y avez pensé en l'écrivant, mais on a un peu cette impression d'être dans une série qui nous dévoile, chapitre après chapitre, les contours de ces intérêts financiers justement qui s'emparent du bien public. Avant justement
de revenir sur ce procès. Est-ce que vous pourriez nous dire en 2 mots qui est ce Mellon, hein, qui est le héros de votre ouvrage en fait? Andrew Mellon, c'est sans doute l'un des hommes les plus puissants du monde dans les années 20, 1930, peut-être le plus puissant, parce que c'est d'abord l'une des plus grosses fortunes des États-Unis. Il a fait fortune dans la banque, donc c'est un banquier extrêmement riche, et qui est l'inventeur du capitalisme financier. C'est quelqu'un qui va aller au-delà, et on a parlé du capitalisme, de la naissance du capitalisme. Aux États-Unis, en tout cas, il a une idée de génie. Il se dit que plutôt que d'investir dans un seul domaine, un seul secteur, il serait préférable d'investir dans plein de secteurs, d'investir partout. Et donc, il va investir, passer sa vie à investir dans plein de jeunes ingénieurs, de jeunes talents. Il investit. Et donc, dans les années 30, c'est la 3e fortune du pays, qui est lui-même l'un des pays les plus riches du monde dans les années 30. Et à cela s'ajoute quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire qu'il a non seulement un capital financier, économique colossal, et il a un capital politique hors du commun, puisqu'il va devenir le ministre des Finances le plus long en activité aux États-Unis. Il va rester 11 ans à la tête du ministère des Finances. Donc il faut imaginer, c'est comme si Zuckerberg ou Bill Gates étaient aussi ministre des Finances des États-Unis pendant 11 ans et décidaient de la politique économique et fiscale pendant 11 années. Donc 1920-1931, c'est l'homme le plus puissant du monde. Et d'ailleurs, on le connaît bien en France, on le connaît bien en Europe, puisque c'est lui qui va reconstruire les pays européens après la Première Guerre mondiale. Donc il a un carrière d'adresse exceptionnel, il connaît absolument tout le monde, il tire toutes les ficelles. Et là, on voit ce qu'il vient d'être dit sur intérêt privé, bien public. Comment est-ce qu'on peut finalement mener une politique économique et fiscale pendant 11 années, alors qu'on est l'un des hommes les plus riches du monde, et que bien évidemment, la moindre mesure qui est prise par Andrew Mellon peut l'enrichir, ou au contraire l'appauvrir. Donc il y a là une tension qu'on voit apparaître dans le livre, mais juste pour vous dire qui il est, c'est l'homme le plus puissant du monde dans les années 20, même si on le connaît moins qu'à Rockefeller ou d'autres, c'est sans doute lui qui incarne la réussite à la fois politique et économique aux États-Unis. Alors vous venez de citer Rockefeller, et dans le livre, vous mettez en place tout un décor qui est un décor qui nous est plus ou moins familier. Je ne sais pas si vous connaissez un peu l'histoire des États-Unis des années 20 en fonction de votre âge. Vous l'avez plus ou moins étudié à l'école. Mais peut-être pour montrer cette couverture magnifique qui est ces grands reportages photographiques qui ont lieu justement au moment de la crise. Hein, c'est des œuvres que vous connaissez sans doute. Vous citez aussi la littérature de cette époque. C'est un peu un livre qui s'inscrit entre 2 grandes œuvres qu'on a tous en tête. Gatsby le Magnifique, qui est publié en 1925 et écrit par Francis Scott Fitzgerald. Et puis, vous citez également John Steinbeck, Les raisins de la colère, 1939. Donc, ces 2 romans qui encadrent en fait cette période particulièrement dure de l'histoire des États-Unis. Donc, avant de revenir sur le procès, vous pouvez un peu nous rappeler quel est ce climat politique, mais surtout social et économique des années 20 et 30 aux États-Unis? Puisque le thème du festival, c'est le progrès, je peux peut-être reprendre la métaphore du progrès pour comprendre ce qui se joue dans les années 20 et les années 30 et ce qui se joue aussi dans le livre. Les années 20 sont une période de progrès économique extraordinaire aux États-Unis. C'est l'entrée du pays dans la modernité, avec une transformation culturelle, politique, sociale, économique du pays sans précédent. Tout d'un coup, tout s'accélère. Le temps s'accélère, la vie s'accélère. On voit apparaître la nuit dans les grandes villes, on voit apparaître la radio, pas encore la télévision, les tramways, les voitures qui commencent à entrer dans la ville. Donc le temps s'accélère et la vie s'accélère aux États-Unis. Et les Américains, en grande partie, s'enrichissent. Et on a des promoteurs, dont Andrew Mellon, qui est l'un des promoteurs de cet enrichissement, de ce capitalisme, de ce rêve qu'il vend, et de cette idée que le progrès est éternel, et le progrès est basé sur le capitalisme. On va tellement loin qu'on compare, on estime que le premier grand capitaliste de l'histoire du monde, c'est Jésus. Et on dit, Jésus, il avait un business plan, en quelque sorte, hein, il a vendu son business plan à la terre entière. Ben, aux États-Unis, on fait la même chose. On est un pays très chrétien, hein, et donc on s'inspire aussi du christianisme, et on s'inspire de cette capacité à vendre, et on est capable de tout vendre, et on vous promet une croissance. On est un pays exceptionnel, avec une croissance éternelle et un enrichissement de toute la population. Et Mellon fait partie des personnes qui poussent à cela, qui tient ce discours-là, qui tient ce discours sur l'évangile de la richesse, et une richesse qui finalement favorise quelques-uns. Vous avez une minorité qui s'enrichit beaucoup, c'est indéniable, mais ça ruisselle. Mellon, c'est l'inventeur du ruissellement, qu'on connaît bien en France depuis l'élection de Macron. Mais il invente cette idée-là, c'est-à-dire cette idée que plus vous allez avoir une minorité de riches, des ultra-riches, plus le pays va s'enrichir.
Et Mellon pousse à cela, il pousse à ça dans sa politique fiscale, sa politique économique, qui est extraordinaire. Hein. C'est un moment où le pays s'enrichit à l'intérieur, mais aussi commence à exporter ses produits et met en place des dispositifs de conquête vers l'Amérique latine, vers l'Afrique, vers l'Asie. C'est une période tout à fait extraordinaire. Et tout d'un coup, tout s'effondre. Et il faut imaginer le choc que ça peut représenter pour tout le monde, y compris pour Andrew Mellon, le krach de Wall Street, 1929. Tout d'un coup, du jour au lendemain, tout s'effondre. Et tout ce rêve d'un progrès qui n'allait jamais s'arrêter, ça ne marche pas. Ça ne fonctionne pas. Et donc, il faut tout réinventer. Il faut réinventer le progrès, il faut réinventer des mythes états-uniens, il faut réinventer un contrat social. Et la classe politique, le New Deal, Roosevelt et ses conseillers qui arrivent au pouvoir, vont essayer de réinventer cela, vont réinventer une nouvelle forme de progrès qui sera un progrès économique plus partagé. Et ils vont utiliser le procès comme un moyen de montrer la transition, de montrer le passage d'un monde vieillissant. Et Mellon a 80 ans, on parlera de son âge aussi, et la place que ça joue pendant le procès. Il est très âgé lorsqu'il décide de se battre pour défendre son honneur. Et on utilise ce procès pour montrer que les temps ont changé et que les États-Unis sont en train de réinventer un progrès plus juste et un meilleur partage des richesses. Et donc c'est ça qui est extraordinaire dans l'ouvrage, c'est qu'en même temps vous racontez une histoire qui est une histoire très importante et qui est une histoire de grande ampleur, justement celle que vous venez de décrire, celle d'un enrichissement, d'une accumulation, d'une croissance, à une époque où on ne remet pas en cause du tout la nécessité de la croissance pour faire avancer l'économie, le progrès de l'histoire. Et puis ce moment de tension, la crise de 29, qui va ouvrir au contraire une période de discussion, de remise en cause. Et cette remise en cause, elle passe aussi par ce procès qui est organisé contre Mellon, donc cet homme qui est si puissant et qui au contraire va se retrouver dans une sorte de déchéance publique parce que justement il incarne en fait le symbole de toute cette croissance qui en fait a échoué. Et donc vous suivez, comme je le disais vraiment, moi ça m'a fait penser à ces séries sous forme d'enquête où on voit un cas et puis épisode après épisode on commence à découvrir différents aspects qui nous renseignent sur un crime. Alors ici c'est une sorte de crime, mais justement qu'on découvre chapitre après chapitre. Alors, qu'est-ce que c'est ce procès ? On est en avril 1935 dans la ville de Pittsburgh. Est-ce que vous pouvez, en 2 mots, nous présenter justement l'enjeu de ce procès, qui l'organise et pourquoi Mellon, alors qu'il était très puissant, se retrouve au contraire la vindicte de cette société américaine ? Alors le fisc américain va découvrir très vite que dans une déclaration fiscale, c'est un tout petit document qui fait 16 pages, il y a quelques problèmes dans la déclaration fiscale de 1931, alors qu'il est ministre des Finances. Et que dans cette déclaration, il aurait utilisé des lois de manière plus ou moins frauduleuse. Et lui-même, il le dira d'ailleurs pendant le procès, n'a rien fait, ce sont ses conseillers qui ont rédigé la déclaration fiscale. Mais il y a des anomalies dans la déclaration fiscale, et ces anomalies poussent les New Dealers à lancer le procès, à lancer l'attaque contre Andrew Mellon, et à lui réclamer 3 millions de dollars, donc c'est une somme absolument colossale, d'impayés, au nom de la fraude qu'il aurait commise dans sa déclaration fiscale. Et donc le procès va devenir une analyse, une étude de la déclaration fiscale avec plusieurs portes d'entrée. On parlera peut-être des différentes portes, mais c'est ce qui m'a poussé aussi à écrire le livre, parce qu'au début je pensais juste en faire un petit article, et finalement on se rend compte, au fur et à mesure du procès, qu'il y a plein de portes qui s'ouvrent. Et chacune des portes est très intéressante parce qu'elle nous dit du capitalisme, ce qu'elle nous dit du marché de l'art, ce qu'elle nous dit de la philanthropie, ce qu'elle nous dit du monde de l'entreprise, de Wall Street, etc. On peut ouvrir énormément de portes pendant ce procès. Et donc le procès est un procès public. D'abord, il faut le rappeler, il aurait pu être très discret. Et on sait que le fisc a tendance à faire cela, encore aujourd'hui en France, mais le faisait aussi à l'époque aux États-Unis. Quand on a un fraudeur de la trempe de Mellon ou Bolloré, c'est très rare qu'il y ait un procès public. On s'arrange dans les couloirs de Bercy ou les couloirs du fisc aux États-Unis, et de manière très discrète, on négocie. On négocie le montant à payer. Il y a des choses qui ne sont pas très claires, et on trouve un terrain d'entente entre le fisc et ces millionnaires, milliardaires. Là, dans le cas de Mellon, ce n'est pas le cas. Et les New Dealers ont voulu que ce soit un procès public. Ils ont voulu que son nom soit adossé à ce qu'il a fait. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a un document qui est privé, qui est public, et qui tout d'un coup, qui n'est pas public, qui n'avait pas vocation à l'être, et qui tout d'un coup est révélé à la population. C'est-à-dire que sa fiche d'imposition, imaginez si ça vous arrivait, tout sort.
ses enfants, ses donations, son divorce, on peut tout lire dans la feuille d'imposition. Et ce qui est encore plus intéressant, et c'est pour ça que je pense que c'est ce qui m'a définitivement convaincu de faire un livre, c'est que Mellon aurait pu décider de ne pas y aller au procès. Il aurait pu décider de laisser tomber. Il a 80 ans, il est très âgé. Après avoir été ministre des Finances, il devient ambassadeur des États-Unis à Londres, donc il est aussi fatigué de la vie publique. Il aurait pu décider de ne pas y aller, de ne pas être présent physiquement au procès. Mais il va y aller. Et c'est ce qui va donner une intensité tout à fait étonnante et qui va créer une dramaturgie pendant le procès. C'est qu'à 80 ans, il décide d'y aller dans sa ville. C'est un point très très important. Et on ne connaît plus beaucoup Pittsburgh aujourd'hui, mais il ne faut pas oublier que Pittsburgh, c'est Venise, du fin 19e, début 20e, c'est une des villes les plus riches du monde et c'est l'un des berceaux du capitalisme contemporain aux États-Unis. C'est la ville qui a le plus de millionnaires par habitant au début du 20e siècle. C'est plus le cas aujourd'hui, mais au début du XXe siècle, c'est une ville très très riche, Pittsburgh, totalement enfumée, c'est son surnom, la ville enfumée, Smoke City, Pittsburgh, et c'est une ville très inégalitaire avec des très très grandes richesses et beaucoup d'ouvriers extrêmement pauvres, beaucoup d'immigrants aussi qui viennent travailler dans les aciéries de Pittsburgh. Et donc les New Dealers décident d'en faire un cas et de le faire à Pittsburgh, de lancer la procédure dans la ville de Mellon pour montrer que ces temps-là sont définitivement achevés. Et ce qui va rendre le procès incroyable, c'est qu'il vient dans sa ville, alors que c'est quelqu'un de très très discret. Il n'aime pas du tout la publicité, il n'aime pas être vu, il y a très peu d'images de Mellon. Je n'ai pas eu accès à ses archives, par exemple, la famille a refusé donc la famille contrôle absolument tout l'héritage, les archives, et lui-même, dès le départ, a une culture du secret extrêmement forte. Les habitants l'avaient très peu vu, on ne le connaissait pas. On connaissait sa voix à cause de la radio, mais on ne connaissait pas son visage, on l'avait rarement vu. Et tout d'un coup, tout le monde le découvre. Et le premier jour, c'est noir de monde. Le tribunal, il y a pratiquement toute la ville qui est là pour l'observer, pour voir ce monsieur, je rappelle, 80 ans qui rentre dans la salle. Tout le monde décrit, il y a un silence de mort. Et pendant 4 mois, il va être là tous les jours, de février à juin 35. Et chaque jour, il va venir s'expliquer ou demander à ses avocats de le faire sur tous les recoins de la déclaration, puisque le procès va durer très longtemps. Pour vous donner une image de mon travail assez ingrat que j'ai pu faire, c'est 11 000 pages de transcription de procès, et c'est des pages extrêmement techniques, mais c'est un procès qui va durer plusieurs mois, où chaque jour, il y aura Andrew Mellon qui sera là, et qui voudra s'expliquer sur ce qu'il a pu faire pendant toute sa vie, défendre son œuvre aussi, défendre son bilan. Et c'est là, et c'est ce qui renforce la dramaturgie, c'est qu'on a 2 visions différentes du progrès. On a une vision du progrès qui est fondée sur ce capitalisme un peu débridé, ce capitalisme sauvage, on pourrait dire, c'est-à-dire l'investissement, la défense des plus riches, la baisse des impôts. Et de l'autre côté, on a une autre dramaturgie, une autre vision du procès qui met l'accent sur l'augmentation des impôts, le contrôle des plus riches, la régulation fiscale, la régulation du capitalisme. Et c'est ce qui rend le procès fascinant, c'est que cette contradiction-là, que j'entends tous les jours par le travail des avocats, rend toute la procédure très intéressante et permet de raconter une histoire au-delà des points techniques. Alors, avant justement de parler un peu de la façon dont vous avez enquêté, pourquoi Mellon y va ? Pourquoi il accepte ce procès public, justement, lui qui était si discret, alors, vous l'expliquez, mais comment on peut comprendre cette prise de position, finalement ? Il y avait une explication qui traînait un peu dans les livres d'histoire et qui traîne parmi les New Dealers, qui explique sa présence et son combat par son avarice, en disant Mellon, comme tous les millionnaires et les milliardaires, ce sont de grands radins qui ne supportent pas de dépenser inutilement leur argent, et donc il refuse de payer les 3 millions de dollars alors qu'il aurait pu les payer. Sa fortune est estimée à plus de 97 millions de dollars, donc il aurait très bien pu payer cela. J'ai une autre explication dans le livre. Je pense que c'est une défense de l'honneur de la famille, une défense de la réputation de la famille. Et il refuse ce qui est un rituel de dégradation. Les New Deal veulent le dégrader publiquement. Ils veulent le dégrader lui, sa famille, le capitalisme. Et donc il refuse ça. Il refuse ça au nom de sa famille. Il le dit à un moment, un journaliste, il répond que son grand-père a fait la généalogie de la famille Mellon. Et dans toute l'histoire de la famille Mellon, jamais un Mellon n'a été condamné. Et donc il ne serait pas le premier à être condamné dans la famille. Et donc je crois qu'il y a une volonté de respectabilité, une volonté de défendre sa réputation et de défendre sa classe aussi, la classe des hommes d'affaires. Et de manière très révélatrice, le premier jour du procès, dans la salle, vous avez les plus grosses fortunes du pays qui sont présentes, les plus grands banquiers qui sont là.
pour le soutenir, hein, en estimant que ce que fait Roosevelt, que ce que font les New Dealers est absolument inadmissible, hein, et qu'il est temps de remettre de l'ordre dans le pays et de restaurer une justice, hein, qui soit la même pour tous, que vous soyez riche ou pauvre. Oui, encore une fois, cette histoire de la feuille d'impôt, évidemment, quand on vous lit, on ne peut pas s'empêcher de penser à celle de Trump, hein, qui a été au cœur d'une lutte de longues années où Trump a essayé justement d'empêcher que ces feuilles d'impôt soient rendues publiques. Et quand elles l'ont été, on s'est rendu compte qu'il ne payait quasiment pas d'impôts, voire jamais certaines années. Alors, il y a plusieurs choses là très importantes dans ce que vous venez de dire. Mais la première question un peu périphérique, mais est-ce que la figure de Mellon est toujours connue aux États-Unis? Est-ce que des élèves du lycée connaissent Mellon? Est-ce que les étudiants connaissent Mellon? Ou c'est une figure qui s'est perdue et une histoire qui s'est perdue? Alors, il est toujours connu pour deux choses, et le nom est connu pour deux choses. La première raison, c'est que la Mellon Foundation est l'une des plus puissantes du pays, et une des questions que je me suis posée, c'est pourquoi mes collègues aux États-Unis n'avaient jamais travaillé sur Mellon. Je pense que c'est une des raisons pour laquelle ils n'ont jamais travaillé sur Mellon, c'est que Mellon inonde à peu près, la fondation Mellon aujourd'hui, hein, inonde à peu près toutes les grandes universités États-Unis. Et je connais un nombre de collègues qui travaillent sur l'histoire des États-Unis et qui ont une chaire Mellon, ou qui ont un département Mellon, ou qui travaillent dans une salle Mellon, donc et qui ont des étudiants qui sont partis avec des bourses Mellon. Donc la famille Mellon est très très puissante et inonde complètement. Donc beaucoup de gens le connaissent à cause de cela. C'est-à-dire que ça fait partie du paysage. Plutôt positif. Du coup, on plutôt l'associe à de l'argent qui nous aide à étudier en fait. Mais c'est le but de la fondation. Et quand on les livre, on voit aussi d'où vient cette fondation. La deuxième chose, c'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure. Hein, c'est l'inventeur de la théorie du ruissellement, Mellon, hein, qui va être recyclé dans les années 70-80 par Ronald Reagan, Margaret Thatcher, puis Sarkozy ou Macron en France, hein, qui vont reprendre à leur compte, hein, cette idée que le ruissellement est une excellente chose et fonctionne. Hein. Il faut que les riches paient le moins d'impôts possible, hein, pour qu'ils acceptent l'impôt, et ensuite leur enrichissement va bénéficier à l'ensemble de la société. Donc il est, dans les manuels d'histoire, hein, pour les plus jeunes, hein, il est toujours associé à l'invention de cette idée, hein, qui est défendue par une partie des États-Unis. Alors, vous avez mené l'enquête, donc vous parlez effectivement de plus de 10 000 pages de documents, et qui sont des documents qui, j'imagine, combinent un certain nombre de registres différents, parce que vous montrez qu'en fait, l'enquête, elle est en même temps administrative, mais elle se double aussi d'une enquête journalistique, c'est-à-dire que, évidemment, les médias s'intéressent à l'affaire et produisent eux aussi des articles, des enquêtes que vous avez, je suppose, étudiées. Comment vous avez travaillé pour reconstituer cette histoire? Ça a été très très long, je ne vais pas tout vous raconter, mais ça a été difficile pour une raison très simple, et qui intéresse. Je vois qu'il y a beaucoup de jeunes dans le public. C'est une raison qui vous poussera à jamais désespérer quand vous faites un travail d'archive. C'est lié au sujet même du livre, hein, qui est la fiscalité et les archives fiscales. Il se trouve que dans les années 70, le Congrès des États-Unis a décidé de détruire toutes les archives fiscales portant le nom des contribuables. Pour une raison très simple, et je comprends parfaitement que les élus politiques aient fait cela, pour que des présidents n'aillent pas fouiller dans les archives du fisc pour trouver les noms de tel ou tel ennemi politique. Et dans les années 70, on avait des présidents, Richard Nixon par exemple, qui avait la fâcheuse habitude d'aller fouiller dans les archives fiscales pour embêter des opposants politiques. Et donc en 1976, le Congrès vote cette loi, qui est une très très bonne loi, mais ça a une conséquence affreuse pour les historiens, et ça l'a été pour moi. C'est quand je suis allé à Washington pour travailler sur ce tribunal administratif, hein, en charge des conflits fiscaux. L'archiviste m'a dit, vous n'avez pas de chance, on a tout brûlé en 1976. Et on a tout brûlé parce qu'il y avait des noms. Hein. Donc j'avais seulement les minutes du procès, où il y avait indiqué le nom du plaignant, etc. Mais il n'y a aucune indication. Et tous les documents, toutes les plaintes, hein, de ce tribunal ont été brûlées, en fait. J'ai eu de la chance, c'est pour ça qu'il ne faut pas désespérer les plus jeunes, puisqu'un des juges de ce tribunal administratif, des magistrats, pardon, a décidé de donner, hein, les minutes du procès aux archives nationales. Alors je ne sais pas pourquoi il a fait cela, mais en tout cas ça m'a bien aidé. Et donc il a fait don de ces archives, et quand vous faites don des archives, elles sont protégées, on ne peut pas les détruire. Et donc j'ai fini par retrouver, complètement par hasard, les 11 000 pages. Et je dois avouer qu'avant de les retrouver, je pensais c'était trop difficile de raconter ce procès sans avoir accès à l'ensemble des minutes du procès. Et ensuite, vous l'avez dit, j'ai travaillé sur beaucoup de documents très très variés.
La famille Mellon ne m'a pas donné accès aux archives malgré mes nombreuses demandes et mes stratégies de contournement pour leur dire que je n'allais pas du tout m'intéresser au procès, mais ils ne m'ont pas donné accès aux archives de la famille. Et j'ai essayé de travailler aussi sur quelque chose que j'ai trouvé intéressant, c'était la manière dont les médias, hein, et dont les médias dans l'espace public, hein, s'intéressaient au procès. Il y a beaucoup de caricatures dans le livre. Hein. J'ai trouvé ça très intéressant de voir que sur un sujet aussi ingrat, hein, parce qu'on parlera peut-être de la manière dont le livre est écrit, mais pendant longtemps, je ne pensais pas du tout en faire un livre, parce que c'est une histoire extrêmement technique, une histoire qui aurait pu être écrite de manière très différente, en insistant sur des points hyper techniques, qui sont des points liés au droit fiscal, au droit administratif, au capitalisme, sur la réorganisation d'entreprises, sur la taxation des entreprises, etc. Il y a une matière très riche, puisque là, on voit que la jurisprudence évolue, on voit le travail des avocats. Donc il y avait tout ce travail à faire. Mais ce que j'ai trouvé intéressant, et c'est voulu, hein, je pense, par les deux camps, hein, il y a une envie de dépasser cet aspect technique pour en faire autre chose, pour en faire un procès autour de la démocratie, autour de la finalité du capitalisme, du sens du capitalisme. Et donc le choix des archives aussi a été motivé par l'envie de montrer que ça fonctionnait. Tout d'un coup, on avait des dessinateurs qui s'emparaient de ce qui se passait, alors que c'est hyper technique. Les journées sont très très techniques. On regarde des points sur la vente d'actions, une par une. Enfin, ça dure. Il y a une après-midi entière où on va lire simplement des listes d'actions. Donc c'est extrêmement long et hyper technique. Mais ce qui est intéressant, c'est la manière dont le public, hein, les avocats, se réapproprient cela. C'est-à-dire qu'on en fait de cette technicité-là. On en fait quelque chose d'extrêmement important pour l'ensemble de la population. Et dans l'écriture, ce que je trouve vraiment passionnant, c'est que justement, alors cette question technique, elle est fondamentale et vous l'explicitez particulièrement clairement, donc on vous suit. Et vous avez raison, et ça c'est vrai que c'est peut-être un des drames de l'histoire fiscale, c'est vraiment, il faut être passionné pour vouloir étudier la fiscalité, et pourtant c'est une des clés de compréhension de tellement de choses. Et même moi je suis une historienne du social, et je suis arrivée tard à ces questions, et c'est une erreur, parce qu'en fait, si vous comprenez comment fonctionne la redistribution dans une société, vous comprenez vraiment beaucoup mieux quelle est la place des citoyens, quelle est la place que leur fait l'État, etc. Donc, en écrivant justement cette histoire et en l'incarnant dans une multitude de portraits, parce qu'il y a Mellon, mais vous nous racontez aussi justement tous ces personnages secondaires, alors qui sont en très très grande majorité des hommes, hein, c'est vraiment une galerie d'hommes. Mais alors j'ai beaucoup aimé les portraits, il y a des photos où vous les montrez, les avocats, les administrateurs, les juges, les journalistes. Ça m'a fait penser je sais pas pourquoi je pensais au portrait de Walt Disney, mais c'est vraiment ces photos noir et blanc de ces hommes très sérieux qui posent de trois quarts, et vous avez toute cette galerie. Mais vous en parlez aussi dans le livre et vous nous montrez comment justement il contribue à faire évidemment ce procès et puis le contenu. Et avant de passer justement à cette question du capitalisme en procès, il y a une dimension sur laquelle vous insistez, vous en avez un peu parlé, c'est vraiment le rituel. C'est-à-dire que ce procès, c'est une forme de rituel, un rituel qui est une catégorie que les historiens de toutes les époques étudient. Ça peut être un rituel antique, un rituel religieux. Mais là, c'est un rituel politique, juridique, judiciaire. Et pourquoi cette analyse en termes de rituel ? Parce que j'arrivais pas à décrire, c'est le mot qui m'est venu quand pour décrire ce qui se jouait, et ce qui se jouait au moment où il entre dans la salle. Et je commence le livre par ce moment-là, je pense que c'est un moment essentiel. C'est-à-dire que vous avez l'homme le plus puissant du monde qui rentre dans une salle et qui va devoir se justifier sur sa déclaration d'impôt qu'il a rédigée 4 ans auparavant. Donc c'est une scène tout à fait exceptionnelle, hein, et il déteste ça. Il est furieux d'être là, il est furieux de le faire, mais il vient quand même le faire, et il va s'expliquer. Même le jour où il prend la parole, il va prendre la parole pendant 10 jours, la salle est bondée, et il va s'expliquer point par point. Et tout le monde est surpris de sa prise de parole. Même ses avocats qui finissent par lui demander de se taire, parce qu'il en dit trop. Lui qui est plutôt un taiseux, hein, c'est pas quelqu'un qui parle beaucoup, qui est très austère, hein, très sec, hein, Mellon. Mais là, il va parler, il va s'expliquer. Et les New Dealers voulaient cela, voulaient ce moment, en fait, de ce rituel. Ce qui ressort, c'est un vrai rituel de dégradation. On veut le dégrader, on veut dégrader le capitalisme avec lui. On veut qu'il y ait une dimension symbolique dans l'action, dans cette action fiscale, en disant attention, maintenant, on va regarder vos déclarations fiscales. Si vous voulez que la même chose, si vous voulez pas que la même chose vous arrive, faites attention à ce que vous remplissez. Et faites attention à ce que vos conseillers fiscaux remplissent.
sinon vous allez avoir le même épisode. Et c'est pas un épisode agréable de voir l'ensemble de votre déclaration épluchée de cette manière-là et de vous justifier devant le public sur votre fortune. C'est un moment qui est pas très agréable. Donc il y avait vraiment cette dimension du rituel qui était voulue par les deux parties, l'une pour l'imposer et l'autre pour la refuser, qui explique ce choix du terme en introduction. Et c'est toujours, vraiment, je trouve que c'est toujours une clé de lecture si utile pour comprendre, y compris notre monde contemporain, de lire les manifestations que nous faisons comme des rituels, de lire effectivement ces épreuves que nous traversons comme des rituels, parce que comme vous le dites, il y a une dimension éducative, illustrative pour l'exemple dans le rituel, parce qu'on le lit, on le comprend, et donc on absorbe en fait les informations. Et donc le procès en lui-même porte, c'est effectivement technique, mais il y a plusieurs niveaux, mais le procès commence par poser la question ce qu'on pourrait appeler un patriotisme fiscal, c'est-à-dire de savoir si les riches doivent payer des impôts, tout simplement, qui est une question très actuelle. Vous savez que proportionnellement, on paye bien plus d'impôts que les milliardaires de cette planète, proportionnellement à nos revenus. Et donc, déjà, on voit qu'il y a un siècle, c'est une question cruciale, celle de ce civisme ou patriotisme fiscal, c'est-à-dire, contrairement à bien des idées reçues, en réalité, payer des impôts, c'est une chose bien sûr nécessaire, mais c'est une chose très positive. C'est une chose qui permet de contribuer à la communauté, de contribuer au bien commun, de contribuer à une société qu'on forme ensemble. Et là, en attaquant justement ce refus de payer l'impôt, on pose la question de la pertinence ou de la légitimité du capitalisme. Oui, tout à fait. C'est un des fils rouges les plus importants du livre, la question de l'impôt. Mellon lui-même est un théoricien de l'impôt. C'est quelqu'un qui a beaucoup réfléchi à l'impôt. Et tout au long du procès, il essaie de défendre ce qu'il appelle un impôt juste. Et un impôt juste, pour lui, c'est un impôt qui est accepté par les contribuables. Et en quelque sorte, c'est aux contribuables eux-mêmes de définir la justesse de l'imposition. À partir de quel moment vous trouvez que vous payez trop d'impôts et c'est à vous de le définir. Et c'est là où les New Dealers vont lui dire non, c'est pas au contribuable de définir, c'est à l'État de définir, c'est à la société de définir les taux d'imposition et la justesse d'un impôt. Et lui pense qu'il est nécessaire d'arriver à trouver ce point d'équilibre. C'est pour ça que lorsqu'il est ministre, il baisse très fortement les taux d'imposition pour les plus riches. Il essaie de supprimer l'impôt sur les successions. Par exemple, il déteste l'impôt sur les successions. Il pense que c'est une erreur, c'est un crime de vous taxer quand vous êtes mort. Voilà, c'est le fruit du travail de toute une vie, donc l'imposition n'est pas juste. Mais il va vraiment, et face à lui, on voit des avocats qui vont avoir une vision très morale de l'impôt, et ça c'est intéressant. Ce sont pas les personnes qui prennent en charge le procès, ne sont pas des économistes. Ce sont des avocats, et ces avocats sont très moralistes. Ils veulent vraiment faire payer les riches, et ils le disent. Il y a une vision extrêmement brutale en disant ce qui fonctionne, c'est les taux d'imposition les plus élevés pour les plus riches. Alors que les économistes, 10 ans plus tard, diront autre chose. Ça fonctionne si l'État rentre de l'argent. Et donc, imposer les plus riches, ce n'est pas forcément la bonne idée. Il vaut mieux faire payer la classe moyenne. Parce que par l'économie d'échelle, vous allez avoir plus de gens qui vont payer, et donc ça sera plus indolore et vous ferez rentrer plus d'argent. Alors que ces juristes dans les années 30 ont une vision assez radicale, et ils veulent vraiment moraliser l'impôt, ils veulent moraliser le capitalisme, et donc ils font de Mellon leur tête de turc. Il faut absolument faire, comme l'un d'eux dit, il faut absolument travailler à cela. Alors, est-ce qu'on peut considérer que c'est un moment où, justement, les liens entre capitalisme et démocratie et contrat social républicain, comme vous l'écrivez, se redéfinissent de ces années 30 ? Est-ce qu'à travers le procès, on peut lire, justement, la redéfinition d'un contrat entre démocratie et capitalisme ? Oui, c'est l'objet même du procès. Il y a une volonté d'arriver à travers le procès, de repenser le contrat social états-unien, faire en sorte que les choses soient totalement différentes après le procès. Roosevelt a des doutes, il ne sait pas du tout ce qui va se passer. C'est pour ça qu'il envoie un avocat un peu obscur que personne ne connaît en se disant si ça marche pas, je pourrais toujours mettre ça sur son dos. Et finalement, ça marche très très bien. C'est-à-dire que la population est fascinée par ce qui se passe, par le déroulé du procès, chaque jour il y a des comptes rendus autour de tous les thèmes. On en parlera peut-être, mais il y a tellement de portes que on va s'intéresser aux enfants de Mellon, à leur enrichissement, on va s'intéresser au tableau acheté par Mellon. Il a acheté toute une série de grands tableaux au musée de l'Ermitage en Russie,
dans la plus grande illégalité, hein, puisque les États-Unis ne reconnaissaient pas l'URSS, donc il a acheté ça sous le manteau. Enfin bref, chaque jour il y a une nouvelle histoire, et l'avocat Robert Jackson, hein, qu'on a évoqué, est excellent à transformer ce qui est très technique en conflit entre le bien et le mal, en conflit manichéen entre démocratie et capitalisme, bien et mal, et ça passionne la population, hein, à tel point que quand Roosevelt décidera après le procès d'augmenter les taux d'imposition pour les plus riches, il aura un boulevard devant lui, hein. Toute la population le suivra avec Andrew Mellon en tête, et comme Machiavel, puisque c'est le nouveau Machiavel. Alors, on va revenir dans un instant sur cette question en particulier de l'art qui est très intéressante. Mais juste avant, une question sur cette question de ce qu'est le public, la sphère publique, ou ce qui relève du public dans les États-Unis des années 30 et peut-être d'aujourd'hui. Je trouve que c'est une question toujours fascinante, alors que moi, j'étudie dans mes propres terrains, que j'essaie d'étudier en cours aussi. Est-ce que à cette époque, ce qu'on appelle le bien public ou ce qui relève du public est très différent de ce qu'on conçoit aujourd'hui en France, dans la France du XXIe siècle, comme relevant du public? Et quelle est la tension entre ce que c'est que cet intérêt public aux États-Unis dans les années 30 et aujourd'hui, et ce qu'on en sait en France? Ce qui est très différent, je pense, dans les années 20-30, au début du procès, c'est l'idée que le bien public puisse intégrer des questions sociales et économiques. C'est-à-dire que qu'il y ait entre les générations et à l'intérieur d'une même génération des relations d'interdépendance et de solidarité. Ça, c'était pas très clair avant 1929. Et aux États-Unis, cette idée-là, elle est assez chancelante, hein. Dans les années 20, on pense qu'il n'y a aucun lien, il n'y a pas de lien entre les individus, hein, de lien de solidarité entre les générations et entre les individus d'une même génération. Et ça définit le bien public, ça fait partie du bien public. Tout notre système de redistribution, notre système d'assurance sociale, d'assistance sociale est fondé sur cette idée d'une solidarité intra- et intergénérationnelle. Ça n'existe pas ça n'existe pas dans les années 20. Et l'un des enjeux du procès, c'est de montrer qu'il y a, si on ne fait rien, on ne pourra pas garantir cette solidarité, on ne pourra pas garantir un espace public, hein, solidaire, respectueux, démocratique, puisqu'il sera aux mains d'intérêts privés, hein. On n'aura plus d'espace commun. Et c'est pour cela que la question des enfants de Mellon, hein, que je n'avais pas du tout vu au départ, devient centrale au fur et à mesure du procès, puisqu'il va donner des sommes considérables à ses enfants, et c'est l'un des points qu'on va lui reprocher pendant le procès. Et à travers la question des enfants, c'est vraiment la question de l'espace public qu'on veut construire, la démocratie qu'on veut construire, hein, et du rapport intergénérationnel. Si finalement la richesse se perpétue de génération en génération, les États-Unis vont devenir la Grande-Bretagne. On aura une société aristocratique. On ne sera plus tous les États-Unis, avec un espace public, hein, qui a permis l'enrichissement individuel, la prospérité, le progrès individuel. Mais on aura une société de rentiers et une société aristocratique. Et là, c'est vrai qu'on conçoit, si on repense ça dans un temps long de l'histoire, on comprend bien cet enjeu. L'aristocratie, en Europe, dans la vieille Europe, elle a une histoire longue. Elle est liée justement à une histoire médiévale, à l'Ancien Régime, que les États-Unis n'ont pas. Justement, théoriquement, c'est une société nouvelle où chacun peut faire fortune. Et c'est pour ça que cette question de la transmission, elle est si importante. De la succession, de qu'est-ce qu'on lègue, mais aussi justement de qu'est-ce qu'on crée. Et pour revenir aux séries, je suis désolée, je suis un peu... Mais comme je suis, comme beaucoup de gens en ce moment, passionnés par la série Succession, je ne sais pas si c'est votre cas ou si vous qui est une série américaine qui parle justement, qui décrit un magnat de la presse qui pourrait être un Murdoch, qui doit quitter parce qu'il arrive à l'âge de la retraite et qu'il n'arrive pas justement à transmettre, à laisser son poste. Ce que j'ai trouvé fascinant dans le livre, et vous le dites bien là avec ses enfants, c'est aussi cette figure du patriarche, quoi. Comment le capitalisme et ces modèles capitalistes et ces sociétés industrielles, elles sont toujours centrées autour d'une figure de patriarche qui dirige. Vous avez cité Bolloré tout à l'heure. Et comment ça peut se lire justement avec l'histoire du capitalisme ? Dans le livre, ça se lit de manière très simple. Alors quand j'étais jeune, je ne sais plus si les historiens de l'économie l'enseignent toujours, mais on enseignait l'histoire des 3 générations en France. Donc dans l'histoire du capitalisme français, il y a les 3 générations. La première génération qui construit
la dynastie, la deuxième qui la développe et la troisième qui la détruit, qui la gaspille en quelque sorte. Donc les grandes familles du capitalisme français, alors je ne sais plus si c'est toujours en cours aujourd'hui cette théorie-là, mais ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'aux États-Unis, cette théorie des 3 générations, elle est très présente dans la culture populaire. Et je cite des manuels pour les personnes âgées ou un environnement autour de la succession de chansons, etc., qui explique bien que il faut faire très attention avec ses enfants, et surtout aux États-Unis où il existe la liberté testamentaire. C'est-à-dire vous faites ce que vous voulez avec ce qui n'est pas le cas dans beaucoup de pays européens. Aux États-Unis, vous avez le droit de choisir vos héritiers. Il y a très peu de parts réservées, mais donc il y a une très grande liberté testamentaire. Mais néanmoins, on donne des conseils aux personnes âgées pour garder les enfants à bonne distance, en fait, en disant il faut à la fois les préparer à la succession, en même temps il faut qu'ils travaillent aussi. Donc il y a tout un jeu assez fin avec vos enfants, pour ne pas qu'ils s'éloignent trop de vous ou finalement qu'ils gaspillent l'argent. Et on va inventer un outil qui est incroyable et qui est au cœur du procès, qui est le trust. Et on revient à Succession ou à d'autres séries. Le trust, c'est un outil qui est formidable puisque vous confiez votre richesse. C'est une fondation. C'est une sorte de fondation, mais qui est confiée à des trustees, qui remonte au 19e siècle. Et au 19e siècle, on crée les trusts pour éviter ce qu'on appelle alors l'héritier qui pourrait gaspiller. Donc il y avait même une clause dans les premiers trusts, où on met en place des dispositifs contre un héritier qui pourrait avoir envie de faire n'importe quoi après la mort du patriarche. Et donc Mellon, comme d'autres, va utiliser le trust, qui est formidable, puisque vous donnez en contrôlant après votre mort. Donc c'est un outil, c'est là où cette dimension patriarcale et la dimension de série et de succession est pleinement en jeu, puisque finalement vous restez maître de votre fortune après votre mort, puisque ce sont les trustees qui vont donner ou pas aux enfants. Et le trust que Mellon va créer pour ses enfants va être au cœur du procès, puisqu'on estime que les donations pourraient être frauduleuses. On va revenir à ce trust et puis aussi justement à ce qu'on appelle la philanthropie, qui est peut-être une notion pas si courante dans le capitalisme français. Enfin, en tout cas, c'est pas nécessairement l'expression qu'on emploie. Mais juste avant ça, puisqu'on parle de patriarche, vous citez quand même ici ou là la figure d'Al Capone, ou d'autres mafieux. Et alors, est-ce que le public de l'époque s'interroge finalement sur ces progression parallèle d'une mafia et de la finance, ou c'est pensé vraiment comme des sphères complètement autonomes? Non, c'est pensé comme des sphères très proches. Y compris Mellon, il y a beaucoup de rumeurs sur les investissements de Mellon. Il y a une autre série qui s'appelle Boardwalk Empire, je ne sais pas si vous l'avez vue, mais une vieille série qui a été produite par Martin Scorsese. Et la série, on voit d'ailleurs Mellon qui apparaît à Atlantic City. C'est une série sur la mafia à Atlantic City. Et Mellon avait beaucoup investi dans la prohibition, en fait, dans les bars clandestins qui ont été ouverts au moment de la prohibition. Alors pas lui, son frère l'avait fait, mais il y avait des liens très étroits entre le ministre des Finances de l'époque et la prohibition. Donc cette idée que beaucoup de banquiers sont des gangsters est très présente, à tel point qu'on crée le néologisme de bankster dans les années 30 pour désigner cet étrange mélange des genres, où finalement on a l'impression que ces banquiers n'ont pas grand-chose à envier à Al Capone, et les deux vont tomber pour la même chose. Les deux tombent pour une feuille d'impôt qui est assez problématique. Et donc la comparaison, dans la presse, elle est omniprésente, pour condamner le Roosevelt ou pour au contraire dire qu'il a raison de s'attaquer à cette figure tout à fait étonnante qu'est Andrew Mellon. Alors revenons à cette notion de philanthropie et au fait que Mellon est un grand collectionneur et encore aujourd'hui d'ailleurs un des plus beaux musées américains doit la collection à Mellon. Donc qu'est-ce qui se joue là autour de cette collection et enfin peut-être commencer, qu'est-ce qu'on appelle la philanthropie et en quoi c'est tout à fait lié à l'histoire du capitalisme? Alors c'est très lié à l'histoire du capitalisme puisqu'elle est liée à la notion de don, la philanthropie, et un des grands capitaine d'industrie aux États-Unis, un des plus grands, Andrew Carnegie, avait théorisé ça dans un texte très célèbre qui s'appelle l'Évangile de la richesse, où à l'approche de la mort, comme Andrew Mellon, il s'inquiète beaucoup de son enrichissement. Il ne faut pas oublier que la société américaine est très religieuse, est profondément religieuse, et Carnegie est très inquiet de cet enrichissement et de ce que cet enrichissement dit de lui, dit de son éthique. Et donc il le conseille d'abord à lui, mais
aussi aux autres banquiers et capitaines d'industrie, il leur conseille de donner. Et de ne pas donner aux impôts, de ne pas donner à l'État, ce qui est une nuance très différente, mais de donner à des bibliothèques, à des villes, des stades, de mettre en place une forme d'évergétisme états-unien où on donne et votre nom et porte se retrouve sur le nom de la bibliothèque. Et donc cette politique-là va accélérer la philanthropie, l'habitude de donner. Et un autre point essentiel va accélérer ce phénomène, c'est l'exemption fiscale en cas de don philanthropique. Et ça, c'est un élément qui va être adapté un peu plus tard, après Carnegie, mais qui, bien évidemment, va accélérer l'envie des plus riches. Au lieu de donner au fisc, vous pouvez donner dans votre ville de naissance, ou donner des bourses pour les étudiants, ou pour les lycéens, ou créer une bibliothèque qui porte votre nom, etc. Et donc, on va avoir une philanthropie extraordinaire qui va se développer et qui va se tourner de manière intéressante vers les œuvres d'art. Et là, on a un point aussi très intéressant. Il y a une partie du procès, il y a un chapitre du livre sur le lien entre le capitalisme et les milieux de l'art, puisque cette philanthropie va conduire les hommes d'affaires à se distinguer, à acheter des œuvres d'art en Europe pour se distinguer d'une culture plus démocratique, d'une culture de la classe moyenne états-unienne dans laquelle ils ne veulent plus se retrouver. Et donc, ils vont commencer à acheter des œuvres d'art dans les musées européens. Les collectionneurs français, les marchands d'art français et européens sont furieux parce que les Américains bénéficient d'une exemption fiscale que les Français n'ont pas ou que les Européens n'ont pas. Et vous savez qu'il faudra attendre pratiquement les années 80 pour avoir des dispositifs d'exemption identiques en France notamment. Mais là, il y a un sentiment d'injustice. Et donc, on voit arriver ces Américains qui peuvent acheter massivement des œuvres d'art, des tableaux, des sculptures, etc. Et Mellon va faire, c'est ce que je raconte dans le livre, va acheter de manière très étrange. Il va devenir l'un des plus grands collectionneurs du jour au lendemain en apprenant par la bande diplomatique, puisqu'il connaît bien les réseaux diplomatiques en tant que ministre des Finances, il apprend que les Soviétiques ont des problèmes d'argent pour financer l'industrialisation. Et ils ont besoin de liquidités, d'argent. Et donc le gouvernement soviétique, à partir de 1927, décide de vendre les trésors du musée de l'Ermitage, que vous connaissez peut-être, et de vendre les plus belles pièces du musée de l'Ermitage. Mellon l'apprend. Il dit oui tout de suite aux marchands qui lui disent on peut le faire si vous le souhaitez. Et il dit oui alors que les États-Unis ne reconnaissent pas l'URSS et qu'il est ministre des Finances. Donc ça, c'est un point qui fait partie un petit peu de ses pratiques, un peu à la limite de la loi et du respect des lois. Et il va acquérir toute une série de centaines d'œuvres d'art. Il y en a 19 qui vont être problématiques pendant le procès, mais il va acquérir une centaine d'œuvres d'art au musée de l'Ermitage. Et il va les rapatrier dans des circonstances totalement rocambolesques aux États-Unis. Et le procès s'y intéresse parce qu'il va commettre une erreur, c'est qu'il va en déduire une partie au nom de l'exemption philanthropique. Le seul problème, c'est que personne n'a jamais vu ces tableaux, pour une raison très simple, c'est qu'il les a achetés en toute illégalité, puisque les États-Unis ne reconnaissent pas l'URSS. Donc il était très difficile d'exposer les œuvres d'art qui ont été achetées dans un pays dans la plus grande illégalité. Et donc il les cache chez lui, il les cache dans une galerie à Washington, mais il commet une petite erreur, il fait cette déduction-là, et donc on va lui demander où sont ces tableaux, et on va demander aux marchands d'art d'expliquer pourquoi ils ont payé aussi cher pour des œuvres d'art, ce qui transforme de manière intéressante la salle du procès en salle de classe. Là, tout d'un coup, on voit ces marchands d'art qui viennent expliquer à des magistrats et au public pourquoi un Raphaël vaut $1 million, qu'est-ce qui fait la valeur d'un tableau, qui fixe le prix, etc. Et on compare de manière très intéressante, on va comparer le marché de l'art au marché des autres produits de l'économie capitaliste, en y voyant les mêmes dynamiques spéculatives. Donc c'est un marché qui est un marché un peu fou, où les prix peuvent s'envoler comme ça du jour au lendemain, et c'est soutenu par une fiscalité qui n'est pas adaptée, et soutenu par une spéculation entre les millionnaires états-uniens. Donc on a exactement la même dynamique dans le monde de l'art que celle qu'on a pu avoir à Wall Street ou dans d'autres secteurs de l'économie états-unienne.
Vous en donnez la liste dans votre livre. Je vous cite quelques-uns de ces maîtres qui sont achetés par Mellon. Rembrandt, Rubens, Van Dyck, Raphaël, Velázquez, Botticelli, Véronèse. Donc c'est des œuvres qui sont d'ailleurs aujourd'hui visibles, puisque parce que justement elles ont été en partie au cœur de ce procès, Mellon les donne finalement à l'État. Vous racontez la fin du procès, mais je vais rien dire de plus. Je vous laisse lire le livre, mais vous avez déjà donné une des issues du procès où il va y avoir un accord qui va être fait sur une partie du contentieux fiscal. Il va décider de donner ses œuvres d'art à la nation états-unienne. Et si vous êtes allé à Washington, vous avez peut-être visité sur le mall de Washington la National Gallery of Art, qui va être ouverte à l'issue du procès. C'est un des moyens de résolution du conflit pour apaiser le pays, apaiser la démocratie et apaiser le fisc. Mellon décide, de donner ses œuvres, et deux, de payer le fonctionnement du musée encore aujourd'hui. Le musée, c'est la famille Mellon qui paye, l'argent de la famille qui paye l'ouverture du musée, les frais du musée, grâce au trust philanthropique de la famille Mellon. Alors encore deux petites questions et puis après si je vous passerai la parole s'il y a des questions dans la salle. Donc la première c'est quand même pour mentionner ce qui apparaît aussi dans un des chapitres du livre, c'est le capitalisme industriel et en particulier les grands investissements industriels. Donc si vous pouvez rappeler un peu comment fonctionne justement ce lien entre ces financiers et l'industrie qui reprend dans le contexte des années 30. Alors c'est un point très intéressant aussi, je trouve, des révélations du livre et du procès, c'est qu'il permet à une partie de la population de découvrir ce que le capitalisme est devenu. Et beaucoup d'Américains, finalement, sont passés à côté de la transformation profonde du capitalisme dans les années 20 et n'ont pas compris que quelque chose s'était produit, quelque chose d'assez invisible, si on ne suit pas l'actualité boursière ou l'actualité des entreprises. On a changé de stade, on n'est plus dans le même stade. On a créé un nouveau stade du capitalisme avec une concentration des entreprises sans précédent. Et les Américains le découvrent dans les années 30, et le découvrent grâce au procès. Tout d'un coup, on se rend compte que la petite entreprise de papa, cette entreprise, les grands héros du capitalisme, Ford qui crée son usine, etc., tout ça, c'est en train d'être terminé. Maintenant, vous avez une démocratie d'actionnaires. Et vous avez des très, très grandes entreprises. Et on découvre ça pendant le procès. Et on s'en inquiète, en disant que c'est quand même inquiétant, ce stade-là très, très important du capitalisme. Et qui a permis tout ça ? Andrew Mellon lui-même. C'est lui qui a permis cette réorganisation des entreprises et cette hyper-concentration des entreprises en faisant voter une loi qui va être essentielle à ça, qui est l'exemption fiscale à nouveau. C'est-à-dire en cas de fusion d'entreprises, vous ne payez pas d'impôts. Et donc qu'est-ce que vont faire les entreprises ? Elles vont fusionner. Et on va avoir des gigantesques entreprises qui vont naître dans les années 30. Et les Américains découvrent cela. Et ils découvrent autre chose, qui est tout aussi inquiétant pour certains, c'est qu'on voit apparaître une dissociation entre les propriétaires d'un côté, ceux qui possèdent l'usine, ceux qui possèdent les actions. Au départ, ce sont les fondateurs, ceux qui investissent, et donc qui possèdent l'usine, l'entreprise, et les managers qui la dirigent. Pendant longtemps, les deux étaient le même. Le fondateur était le manager. Ford dirigeait son entreprise. C'est lui qui dirigeait l'entreprise. C'est lui qui investissait, qui contrôlait la fabrique de nouvelles Ford, etc. Là, c'est en train de changer. C'est-à-dire qu'on a d'un côté les propriétaires de l'entreprise et de l'autre côté, on a les managers de l'entreprise. Ce sont des choses très, très différentes. Et cela, les Américains le découvrent aussi. Et c'est une des conséquences des années 20, une conséquence de la politique menée par Andrew Mellon quand il était au pouvoir. Et là, il y a quelque chose qui devient très inquiétant pour beaucoup d'Américains. C'est ce que les New Dealers appellent le gigantisme du capitalisme, bigness. Ce ne sont pas des communistes, ce ne sont pas des gens qui sont hostiles au capitalisme. Ce sont des gens qui veulent installer une évolution mesurée du capitalisme et qui disent que l'Amérique est en danger parce que le capitalisme est trop puissant. Cette concentration-là, elle est dangereuse. Tout pouvoir qui se concentre est dangereux. À nouveau, Machiavel, on y revient. C'est cette concentration économique du pouvoir qui est dangereuse et qui peut créer quelque chose de très, très dangereux pour la démocratie états-unienne. Si on n'y fait rien, si on ne limite pas le pouvoir de ces entreprises et si on ne contrôle pas ces managers qui finalement ne sont pas les propriétaires. Là, il y a une évolution du capitalisme qui est très inquiétante et on en parle beaucoup pendant le procès.
Oui, est-ce que je vous cite, mais assez tôt dans le livre, vous expliquez ça, et je trouve que c'est aussi très éclairant, encore une fois, pour comprendre ce qu'on vit aujourd'hui. C'est qu'il y a tout un mythe des grands capitalistes, de ces grands capitaines d'industrie qui s'enrichissent grâce à leur succès, grâce à leur talent, grâce à leur flair. Et je vous cite, vous dites, à l'opposé des discours d'autocélébration des grands financiers et capitaines d'industrie, ceux-ci doivent leur fortune beaucoup plus à des lois qu'à leur génie ou à leur flair des affaires. C'est-à-dire qu'en réalité, les lois censés protéger le public, en réalité, permettent ces enrichissements privés. Et donc, justement, participent de la construction et du développement du capitalisme. Et ce que vous venez de dire sur cette idée de la concentration du pouvoir comme une forme de danger, en vous lisant, on se rend compte qu'en effet, ces messages d'alerte qu'on ne cesse d'entendre, y compris aujourd'hui des gens qui défendent le capitalisme, disent qu'on est arrivé à une forme de concentration et d'expansion du capitalisme qui devient insoutenable, on le retrouve en réalité il y a déjà un siècle. Donc ça, c'est cette mise en perspective, et j'imagine que c'est une lecture qui vous a nourri aussi. Enfin, vous avez été... Comment vous lisez aujourd'hui ce qu'on vit et par rapport à ce procès-là ? Premier point d'abord sur la question de la loi. Il y a un ouvrage qui vient d'être traduit et je vous invite vraiment à le lire parce que c'est un ouvrage remarquable d'une collègue qui s'appelle Katharina Pistor. Il vient d'être traduit au Seuil. Il est peut-être d'ailleurs sur les rayons là-bas. Ça s'appelle Le Code du Capital. Le Code du Capital. Je ne sais pas comment il a été traduit en français, mais il vient d'être sortir au Seuil. C'est une juriste qui enseigne aux États-Unis qui a écrit ce livre qui est tout à fait remarquable, qui est une histoire de la longue durée sur le lien entre la définition du capital et la loi et la manière dont elle travaille sur... c'est une juriste, hein, donc elle travaille sur l'ensemble des sociétés occidentales et le rôle de la loi pour évaluer le capital. Parce que la terre, quelle est la valeur des terres, la valeur d'une entreprise, la valeur des actions. Finalement, on en revient toujours à la loi et c'est la loi qui décide. Et un changement de loi peut faire baisser énormément la valeur d'une terre ou d'une action ou d'une entreprise. Ou au contraire la décupler. Et ce livre m'a beaucoup inspiré pour faire tenir ça ensemble, parce que l'ensemble des points qu'on évoque et l'ensemble des points frauduleux portent sur des lois spécifiques. Et à chaque fois, ce sont ces lois qui vont permettre à Mellon de s'enrichir ou à Mellon d'éviter de payer trop d'impôts. Et donc la loi, elle joue un rôle fondamental pour comprendre l'enrichissement des plus grands capitalistes. Sur le contemporain, j'ai pris la décision et on était d'accord avec la découverte là-dessus. J'ai voulu tirer aucun fil en fait. Je vous laisse faire. Moi, j'ai pas envie d'en tirer en fait. C'est-à-dire, je leur avais dit et ils m'ont suivi. Enfin, ils m'ont suivi. C'était assez d'accord là-dessus. Je pense que c'est pas la peine de tirer des fils en fait. C'est-à-dire que c'est une toute petite histoire, ce procès Mellon. Il y a plein de portes d'entrée. Et après, à chacun d'en tirer, on voit tous les fils qu'on peut tirer avec aujourd'hui. Ils sont évidents, même si l'économie n'a rien à voir, si les dispositifs juridiques et économiques n'ont rien à voir. Tous ces fils-là on peut très facilement les tirer et voir que les questions qui sont posées dans le livre sur l'enrichissement, la succession, la transmission de richesse, la définition de la richesse, la valeur de la richesse aussi. Qu'est-ce qui fait la richesse? Le lien entre démocratie et capitalisme sont des enjeux qui sont très contemporains. Mais là, je vous laisse faire. Vous êtes assez grand et assez grande. Alors nous aussi, on va vous laisser faire. Est-ce que vous avez des questions à poser? Merci à vous, madame. Merci, monsieur. Malgré vos précautions, est-ce que vous considérez quand même que le procès Mellon est un procès politique? Oui, il n'y a pas de précaution. C'est un procès politique. C'est un vrai procès politique pour les deux parties. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est un procès qui est assumé politiquement par les deux parties. Il y a une envie du côté de Roosevelt d'en faire un exemple, c'est-à-dire de le dégrader lui. Et il y a toute une partie aussi sur le fait que Roosevelt et Mellon appartiennent au même monde. Roosevelt est aussi un héritier, aussi quelqu'un qui appartient aux élites états-uniennes, quelqu'un qui s'est aussi beaucoup enrichi. Et donc il y a une envie du côté de Roosevelt de faire un exemple d'Andrew Mellon et à travers lui, des hommes qui ont dirigé le pays dans les années 20. Mais de l'autre côté aussi, il y a une volonté d'assumer totalement la dimension politique du procès en faisant la défense du capitalisme tel qu'il s'est développé dans les années 20. Et c'est ce que j'ai trouvé très intéressant. Et je l'ai dit tout à l'heure, mais là au début du procès, tous les grands banquiers, tous les grands industriels des années 20 sont présents. Ils sont assis là comme vous pour entendre ce qui est en train de se passer.
Et ils le disent à la sortie, ils disent c'est inadmissible ce qui est en train de se jouer. Ça n'a rien à voir avec les États-Unis, ça n'a rien à voir avec la démocratie. Ça, c'est une purge, hein, comme on connaît dans des régimes totalitaires. On est en train de purger le pays de ses meilleurs talents, en quelque sorte. Hein. Mellon est un grand serviteur de la nation, il a été ministre, il a été banquier, il a enrichi le pays, il a développé des grandes entreprises. Et donc, ce qui se déroule là est absolument inadmissible. Et nous sommes là pour défendre Andrew Mellon. Et on verra d'ailleurs ce procès hein, qui est dans les écrits des historiens conservateurs ou des intellectuels conservateurs encore aujourd'hui. Il est souvent cité comme l'exemple même de l'abomination de la démocratie. Ce que la démocratie peut faire de pire, c'est ça. C'est-à-dire prendre un vieux monsieur de 80 ans et lui demander de venir s'expliquer sur sa déclaration d'impôt alors qu'il a tant donné à la nation. Il a tant fait pour la nation. Le pays est capable de céder à la plus vile démagogie en accusant l'un des plus grands serviteurs de la démocratie. Donc c'est absolument un procès total. Des deux côtés, c'est totalement politique. Merci. Juste une dernière question. Mais Roosevelt, il avait vraiment besoin de ce procès pour légitimer sa politique de New Deal? Roosevelt, c'est quelqu'un qui a toujours été très sensible aux images et on a parlé de la sphère publique hein, et qui a toujours eu à un moment où la sphère publique se transforme. Hein, on a évoqué la question de la radio. On voit très bien que les médias se transforment. C'est les premiers sondages qui arrivent aussi. Donc il est très sensible à l'opinion publique et au contrôle de l'opinion publique. Et à ce moment-là, il est en train de basculer plus à gauche. Il est élu en 1932 sans savoir exactement ce qu'il va faire. Hein. Il y a des grandes formules, le New Deal, la Nouvelle Donne, le peuple, etc. Mais il n'a pas beaucoup. C'est pas l'intellectuel Roosevelt. Hein. C'est pas quelqu'un qui a théorisé le keynésianisme ou la relance, etc. C'est quelqu'un c'est un homme d'action. Hein. C'est un vrai politicien. Donc il sent très bien la demande du public hein, au moment de l'élection de 32, mais il n'a pas vraiment de programme très clair. Mais il se rend compte que sa volonté de coopérer avec les entreprises, c'est ce qu'il va faire entre 1932 et 1934, une politique dite de coopération avec les grandes entreprises pour relancer l'économie, ça ne marche pas. Il n'est pas du tout content de ce qui se passe, le taux de chômage se dégrade, le nombre de chômeurs augmente, etc. Donc ça ne marche pas et beaucoup lui disent il faut accroître le rôle de l'État. Il faut augmenter la place, il faut que l'État subventionne les chômeurs, aide les plus pauvres, etc. En quelque sorte, ses conseillers inventent le keynésianisme, hein, tel que Keynes est en train de le réinventer lui-même et de le théoriser. Mais pour faire ça, il faut de l'argent. Et le seul moyen d'avoir de l'argent, c'est de taxer les plus riches. Et donc, il a besoin de quelqu'un. On lui propose plusieurs solutions. Et un jour, un de ses conseillers hein, lui montre la déclaration d'Andrew Mellon de 1931, celle qui va être au cœur du procès. Et l'histoire, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, dit qu'il s'est pincé le nez en fait quand il a vu de dégoût, quand il voit la déclaration. Il se pince le nez de dégoût et il donne son accord par un signe de tête à ses conseillers pour lancer une procédure contre Andrew Mellon et en faire un acte public. Hein. Je le répète, c'est ça, c'est ce que voulait dire se pincer le nez. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de discussion. C'est tellement grossier et tellement inadmissible qu'on va faire les choses en grand et on va mettre ça sur la place publique. Avec un risque, hein, le risque était grand, hein, le risque de perdre le procès était réel. Hein, donc c'est un vrai coup de poker et Roosevelt est un joueur de poker. Il tente un coup de poker pendant 6 mois et ça fonctionne au-delà de ses espérances, hein, à tel point que l'avocat qui est en charge du procès, 10 jours après la fin du procès, on le retrouve au Congrès en train de plaider pour une loi fiscale pour les plus riches. Donc c'est un succès absolu, un succès politique hein, absolu qui marche très bien avec le flair qu'a toujours eu Roosevelt en politique, hein, puisqu'il sera réélu de manière très très impressionnante l'année suivante. Donc une très belle réussite politique, le coup du procès. Oui, peut-être juste une question par rapport à la définition de l'espace public, puisque vous avez parlé plusieurs fois de cette problématique-là, et vous avez un petit peu opposé finalement la philanthropie des grands capitalistes avec la solidarité organisée par l'État, défendue par les démocrates. Voilà, en fait, est-ce que c'est pas là donc révélateur d'une opposition qui s'inscrit, et là on peut dépasser juste l'époque des années 20-30, mais une opposition assez durable entre cette conception publique de la protection sociale, on pourrait dire, et une conception plus privée. Et donc, peut-être par rapport à Venise, est-ce qu'il y a justement ce débat aussi qui se retrouve? Je ne sais pas.
laisser répondre sur Venise. Non, chronologiquement, c'est des questions qui se posent pour les époques anciennes, qui se posent. C'est des mots qu'on trouve dans les sources, contrairement à ce qu'on pourrait croire. On trouve public, on trouve privé, on trouve d'autres mots communs, particuliers. Enfin, mais c'est une réflexion très ancienne en fait, en tout cas dans la culture politique européenne et puis ensuite qui s'exporte. Mais c'est déjà des préoccupations qu'on a et des consciences claires qu'il y a des intérêts supérieurs communs. Alors, ce qui a beaucoup évolué entre le XVe siècle et le XXe siècle, c'est commun à qui, évidemment, puisqu'au Moyen-Âge, tout le monde n'appartient pas au même monde, et même tout le monde n'a pas la même humanité. C'est-à-dire qu'il y a encore des esclaves au XVe siècle, cela dit, il y en a encore aux États-Unis aussi. Mais voilà, c'est des bases de la théorie politique très anciennes, après, qui évoluent. Alors, sur cette question du public, je ne sais pas si on m'entend, ça marche. Sur l'espace public, je trouve que le cas de Pittsburgh est intéressant, parce qu'il y a eu un choix qui est volontaire et parfaitement assumé d'aller à Pittsburgh, d'aller dans la ville d'Andrew Mellon, au cœur même de son pouvoir, au cœur même de Pittsburgh, c'est la ville de Mellon. Toute la famille contrôle la ville en 1930. Tous les élus sont proches de la famille, tous les juges sont proches de la famille. Les New Dealers décident d'aller dans un tribunal administratif à Pittsburgh et de montrer que l'État est présent et qu'on va imposer de nouvelles formes de solidarité, etc., qui vont concurrencer le clientélisme de la famille Mellon, la philanthropie de la famille Mellon, qui est très présente dans Pittsburgh, qu'il a été le frère de Mellon contrôle la ville pendant que son frère est à Washington ou à Londres. Il reste dans la ville et il contrôle la ville avec des mécanismes philanthropiques, des mécanismes clientélistes qui doivent ressembler, je pense, à Venise. Et après la crise de 29, la famille donne beaucoup d'argent pour aider les plus démunis. Il y a même des chômeurs qui vont à Washington, et c'est le ministre des Finances lui-même, Mellon, envoie de l'argent aux chômeurs pour payer les frais d'essence, etc. Enfin bref, il y a tout un système, et donc il y a une volonté vraiment de reprendre en quelque sorte cet espace public et d'en faire, de transformer la ville, à tel point d'ailleurs qu'en 1936, la ville devient entièrement démocrate. C'était un bastion républicain, un bastion de la famille Mellon, et la ville bascule aussi du côté démocrate et devient une ville démocrate pour quelques années. Très bien, merci beaucoup pour cette rencontre. Merci à vous toutes et tous et à très bientôt. Il s'agissait d'une rencontre enregistrée dans le cadre de l'édition 2023 du festival L'Histoire à venir, Il était une fois le progrès. Festival d'histoire et de sciences humaines et sociales co-conçu par l'Université Toulouse-Jean Jaurès, la librairie Ombre Blanche, le Théâtre Garonne et les éditions Anacarsis. Réalisation et mise en onde, Radio Radio. Thank you.